Troisième dossier pour cette conférence d'ORL. On commence donc à vous parler d'un enfant jeune de 8 ans. Il est amené par ses parents en consultation ORL parce qu'il saigne souvent du nez, et notamment la nuit. Donc un énoncé très court pour un dossier habituel. On va vous parler donc, on est d'accord, d'épistaxis. J'insiste toujours sur ce type de dossier, ces dossiers qui sont très faciles à faire, avec plein de cautions potentielles du fait que dans l'item qu'on vous demande de connaître, c'est épistaxis avec le traitement. Et compte tenu des traitements qu'on peut proposer, c'est très facile de faire des dossiers sur les épistaxis. Donc quels éléments de l'interrogatoire sont à rechercher chez cet enfant? Mais c'est valable également pour tous les dossiers d'épistaxis où on vous demanderait des éléments d'interrogatoire sur un patient qui vient aux urgences pour un problème d'épistaxis. Et la première chose qu'on demande au patient, c'est l'interrogatoire à la recherche d'un traitement médical que pourrait prendre le patient et qui risque d'aggraver les épistaxis, les saignements de nez, avec bien évidemment la prise d'aspirine. Chez un enfant, il faut interroger les parents, mais quand on est dans le cadre d'une épistaxie chez un adulte, bien sûr, il y a énormément de patients qui viennent aux urgences pour une épistaxis parce qu'ils sont sous anticoagulants, à rechercher bien sûr à l'interrogatoire, au Plavix, les antiagrégants plaquettaires, alors c'est vraiment, actuellement c'est quasiment systématique que les patients qui saignent du nez sont sous Plavix. Donc rechercher ces médicaments à l'interrogatoire qui favorisent les saignements et notamment les saignements de nez. À part la prise d'un traitement médical, on recherche à l'interrogatoire au niveau des antécédents médicaux des choses qui pourraient également aggraver des épistaxis. C'est bien sûr les maladies hémorragiques, hémophilie, maladie de Villebrand, les thrombopénies. On rajoute bien sûr aussi l'hypertension artérielle, qui est aussi un élément important à rechercher chez ces patients. Même si ce n'est pas toujours facile chez les patients hypertendus aux urgences de savoir s'ils sont hypertendus parce qu'ils saignent du nez ou parce qu'ils saignent du nez, ils sont hypertendus. Mais globalement, il faut quand même rechercher une hypertension et éventuellement la traiter aux urgences si elle est élevée. Il faut également rechercher à l'interrogatoire la durée de l'épisode d'épistaxis, l'épisode du saignement, savoir éventuellement apprécier la quantité, ce qui n'est pas toujours très facile, la quantité de sang qui a été perdue, mais ce n'est pas très facile à faire, notamment chez les enfants. Et enfin, bien sûr, à l'interrogatoire, rechercher des antécédents identiques d'épistaxis, puisque là encore, ça peut nous orienter différemment au niveau de l'étiologie et éventuellement également au niveau du traitement. C'est pas tout à fait pareil à un enfant qui a juste saigné une fois de façon très faible de quelqu'un, d'un adulte qui va venir, c'est la troisième fois qu'il vient aux urgences parce qu'il a saigné très abondamment. Donc c'est très important l'interrogatoire initial dans la prise en charge d'un patient qui vient aux urgences pour une épistaxis. Un dernier mot sur les antécédents. Il y a une maladie un peu plus particulière en ORL qui donne des épistaxis, c'est la maladie de Rendu-Osler, qui est une maladie génétique de télangiectasie diffuse et qui peut favoriser aussi des saignements de nez. Ce ne sera pas très sympa de vous mettre ça comme dossier, mais sachez que ça existe, la maladie de Rendu-Osler, une maladie un petit peu plus particulière en ORL. Quelle est la cause la plus fréquente de ce type d'épistaxis? Donc je vous rappelle qu'on est dans le cas d'un enfant de 8 ans qui est amené par ses parents parce qu'il saigne souvent du nez, notamment la nuit. Alors, parce qu'ils vous demandent toujours, les parents, pourquoi mon enfant saigne comme ça régulièrement. Alors, c'est une petite cause, mais qui revient toujours. C'est ce qu'on appelle le grattage intempestif de la tache vasculaire. Et oui, dans le nez, notamment chez les enfants, il y a une zone qui est très antérieure au niveau du nez. Donc là, je vous dessine un nez. En fait, il y a du cartilage au niveau nez. Et sur la partie très antérieure de la cloison nasale, de chaque côté, on a une zone qu'on appelle la tache vasculaire, qui est en fait une zone où se polarisent beaucoup de petits vaisseaux sanguins qui sont très fragiles. Et comme c'est très facilement accessible, je me mets devant vous, je mets le doigt dans le nez, c'est pas très élégant. Mais en fait, quand ils se mettent souvent le doigt dans le nez, dans la partie très antérieure du nez, parce qu'ils ont des croûtes et parce qu'ils aiment bien se mettre les doigts dans le nez, et comme c'est une zone fragile de chaque côté, donc je mets, vous voyez, les deux doigts dans le nez là, c'est encore moins élégant, bah, vous voyez qu'en se grattant souvent comme ça du nez, il va y avoir des petites hémorragies, des petites épistaxis répétées, le plus souvent antérieures, à répétition.
et c'est la principale étiologie à rechercher chez des enfants qui ont, je répète, des petites épistaxis répétées, pas trop invalidantes, chez les enfants de bas âge. Quel traitement préventif peut-on proposer dans ce type d'épistaxis répétée de faible abondance chez un enfant? Donc là, c'est vraiment très particulier. C'est préventif, c'est proposé dans les épistaxis répétées de faible abondance chez un enfant. Donc là, il y a quand même beaucoup de critères. Et là, on ne peut répondre à cette question que d'une seule manière. Ça s'appelle la cautérisation. Et il faut bien comprendre ce terme parce qu'il traîne aussi dans beaucoup de polis, dans beaucoup de livres. Et vous avez souvent du mal à vous rendre compte de ce que c'est que cette cautérisation, déjà, et surtout à quel moment on doit la faire. Alors, une cautérisation, c'est quoi? Eh bien, la cautérisation, si on reprend le schéma avec la cloison nasale et cette petite zone très antérieure du nez où il y a plein de petits vaisseaux apparents qui ne demandent qu'à saigner ou qui ont saigné, qui est très facilement accessible à l'examen clinique ORL, même chez un enfant, eh ben on va en fait cautériser, c'est-à-dire entre guillemets brûler, de façon le plus souvent chimique. Chimique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va utiliser des produits chimiques, le nitrate d'argent, le plus souvent, ou l'acide chromique, ou l'acide trichloracétique. Et on va en fait cautériser cette courte zone qui fait à peu près 1 cm² de chaque côté. Et en fait, avec un petit coton, un porte-coton, pendant quelques secondes après une petite anesthésie locale, c'est vraiment pas douloureux du tout. Chez un enfant, c'est très bien supporté. On fait une petite anesthésie locale, on met un petit coton imbibé de xylocaïne à l'anaphosoline. Ah, ça vous dit quelque chose? Vous l'utilisez toujours à toutes les sauces pour la prise en charge des épistaxis. En fait, ça sert surtout à anesthésier localement quand on veut faire une cautérisation. Donc on met ce petit coton pendant quelques minutes, qu'on retire, et après on applique pendant quelques secondes sous contrôle de la vue, on tapote comme ça quelques secondes, ça va blanchir, et en fait ça va brûler. Ça pique un petit peu, ça chauffe un peu, ça fait pas mal. Donc on applique, on tapote avec un porte-coton avec du nitrate d'argent et on va comme ça brûler la zone qui saigne le plus souvent. Et grâce à ce traitement, le plus souvent, ça va permettre de tarir de façon définitive les épistaxis à répétition de faible abondance chez un enfant. Donc je répète, c'est bien un traitement préventif. Et c'est pour ça que vous avez la fâcheuse habitude de retenir la cautérisation comme un traitement curatif d'une épistaxis de grande abondance, par exemple chez un adulte. Non, c'est exceptionnel d'avoir besoin de cautériser un adulte en urgence parce qu'on va voir comment on prend en charge des épistaxis de moyenne ou de grande abondance. En tout cas, considérez-vous que la cautérisation chimique, on la réserve plutôt chez l'enfant, en consultation, sans urgence, chez un enfant qui est amené parce qu'il saigne souvent du nez. C'est un traitement préventif et ça marche très bien. On peut préciser également qu'il peut être nécessaire de reconsulter en ORL si ça recommence, pour refaire un bilan local et éventuellement refaire une nouvelle cautérisation, puisque vous avez bien compris qu'on va brûler ce qu'on voit à l'œil nu, mais il est bien évident qu'une fois que tout ça aura cicatrisé et brûlé, forcément, il y a une revascularisation qui se fait obligatoirement, et il peut réapparaître quelques semaines ou quelques mois après, à nouveau des petits vaisseaux qui peuvent avoir la faculté à nouveau de ressaigner si, à nouveau, on fait un grattage intempestif. Donc il faut bien préciser aux parents que ça peut nécessiter des nouveaux gestes sous anesthésie locale en consultation. C'est banal, mais il fallait en parler pour dédramatiser ce geste qui est la cautérisation chimique uniquement de la tache vasculaire. Son frère de 14 ans a lui aussi de gros problèmes de saignement de nez. Donc là, on est complètement dans un autre sujet. Déjà, il a plus 6, 7, 8 ans, il a 14 ans, et il a des gros problèmes de saignement de nez. C'est des épistaxis de grande abondance, donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même contexte que précédemment. Elles sont antérieures et postérieures, plus du tout la même chose. Là, en plus, on vous spécifie que c'est uniquement d'un seul côté. Ça entraîne des consultations en urgence et des hospitalisations fréquentes. Il n'y a jamais eu de bilan. Donc ça, c'est le contexte. En première question, avant de parler du diagnostic, on vous demande de décrire la prise en charge habituelle d'une épistaxis de grande abondance. Donc ça veut dire épistaxis de grande abondance de l'adulte ou de l'enfant. Une question générale qu'il faut parfaitement savoir. Alors, toute épistaxis de grande abondance, pour vous, en premier, vous mettez hospitalisation.
Ça sera un 0 à la question s'il n'y a pas hospitalisation devant une épistaxis de grande abondance. Deuxième chose à marquer tout de suite après, obligatoirement dans toutes les prises en charge pour montrer que vous avez bien compris, il faut, devant une épistaxis de grande abondance, la première chose que vous devez faire, c'est apprécier le retentissement hémodynamique de l'hémorragie. Comment? Éventuellement par la recherche de signes de choc. C'est ce qu'on vous demande pour vos dossiers de votre examen. Et puis, c'est aussi ce qu'on vous demandera aux urgences quand vous êtes en première ligne, c'est de pouvoir différencier un patient qui vient aux urgences pour épistaxis, mais pas très importante et surtout bien tolérée, de quelqu'un qui a une épistaxis invalidante, de grande abondance et pas bien tolérée. Et comment le faire? Apprécier le retentissement hémodynamique de l'hémorragie pour être sûr de ne pas passer à des choses embêtantes. Je rappelle toujours la même chose, en 2010 ou 2011 ou 2012, on meurt toujours en France d'épistaxis. C'est une maladie qui est grave, donc il faut savoir la prendre en charge. Et c'est pour cette raison qu'il y a un certain nombre de choses à faire dans le bon ordre pour justement éviter ces problèmes gravissimes que peuvent amener l'épistaxis, notamment des morts par choc hypovolémique, parce qu'un patient n'aurait pas été bien pris en charge sur des épistaxis, notamment de grande abondance et répétées chez une personne fragile. Qui dit hospitalisation, épistaxis de grande abondance, signe de choc éventuel, apprécier le retentissement hémodynamique, bien sûr, pose une voie veineuse, perfusion, et vous demandez toujours un bilan, NFS, groupe Rhésus très important, c'est pas du tout rare d'être amené à transfuser des patients pour une épistaxis, donc il faut un groupe Rhésus. Et si le patient prend des anticoagulants ou des problèmes de maladie de la coagulation, TP, TCK, INR, plaquettes, très important dans le bilan initial de quelqu'un qui a une épistaxis abondante. Après, il y a des petites mesures associées qu'il faut toujours mettre, qui rapporteront toujours des points. C'est toujours les mêmes. Calmer le patient, le mettre au calme, le rassurer, le faire moucher. Je vous rappelle qu'on toujours faire moucher le patient. Il ne faut pas avoir peur qu'en faisant moucher le patient, en faisant moucher les caillots, vous savez que les caillots, si on les laisse en place, notamment dans une cavité, ça fait persister l'hémorragie par fibrinolyse locale. Donc il faut au contraire dire aux patients, mouchez-vous. Ils vont parfois sortir des gros caillots gros comme mon pouce. Et parfois on peut avoir la surprise que même dans les épistaxis de moyenne ou de grande abondance, ça va arrêter l'hémorragie. Il ne faut pas avoir peur qu'en faisant moucher le patient, il va au contraire avoir une épistaxis encore plus importante. Non, vous êtes là, de toute façon, vous le faites moucher, il va sortir des caillots et parfois ça arrange bien la situation. Pour atmosphère fraîche, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça traîne partout. Globalement, il ne faut pas qu'il ait la tête sur le radiateur parce que le froid, c'est toujours mieux que le chaud chez quelqu'un qui saigne abondamment. Très important, la position de la patient techniqué toujours en ORL. Quand il a une épistaxis, c'est position demi-assise, tête penchée en avant. Pour bien sûr éviter les épistaxis déglutis et les épistaxis inhalés. Ne mettez pas, par contre, ce qui traîne toujours, ce qui est horrible pour un correcteur, c'est pose de sonde gastrique, oxygénothérapie, là, tout ça, c'est zéro, là, ça n'a aucun intérêt. On n'en parle même pas dans la prise en charge d'une épistaxis, des antiémétiques, tout ça, non, non, non. Position demi-assise, tête penchée en avant, votre patient, il ne va pas inhaler, il ne va pas ingérer, il ne va pas avoir de problème. Mais ça, il faut le mettre, il faut le marquer, et il faut le faire. Et après, on passe au début de traitement pour essayer de diminuer ou d'arrêter une hémorragie. Et ça le message très important, pas le méchage, le message très important, c'est qu'on commence toujours en premier par un tamponnement ou un méchage antérieur. Je le remarque en gros, antérieur. Ça, c'est l'erreur que vous faites toujours très souvent. Quand on vous demande de prendre en charge un patient qui a une épistaxis, notamment par rapport au traitement à débuter pour arrêter son hémorragie, parce qu'il va falloir arrêter l'hémorragie, on commence toujours par un tamponnement ou un méchage antérieur. Même si on vous marque dans l'énoncé du dossier que l'épistaxis est de grande abondance et qu'elle est antérieure et postérieure, ça ne veut pas dire que si les saignements est antérieur et postérieur, qu'il faut faire systématiquement au départ un méchage antéro-postérieur immédiat. La réponse c'est non. On commence toujours par un méchage antérieur et le plus souvent, quand un méchage antérieur est bien fait, ça permet d'arrêter une hémorragie importante, même si elle est importante, et même si elle est antérieure et postérieure. Donc répondez en premier, toujours méchage antérieur. Pour l'antibiothérapie, elle semblerait ne plus être systématique, mais en tout cas, ce n'est pas du tout une erreur de mettre des antibiotiques quand vous faites un méchage antérieur, d'autant plus s'il est antéro-postérieur, ça on y reviendra, mais ce n'est pas du tout une erreur de mettre une antibiothérapie, même si elle n'est pas systématique. Le sédatif,
on en donne souvent en ORL pour ces patients qui sont souvent très stressés, très énervés par le fait de saigner du nez. Donc vous pouvez parfaitement leur donner des sédatifs ou des anxiolytiques, du Lysanxia, du Lexomil, éventuellement même du Tranxène ou du Valium. Ça ne pose pas de problème, et au contraire ça les détend bien et ça permet aussi de diminuer un peu le contexte un peu d'énervement et de stress logique dans le cas d'une épistaxis de grande abondance. Et enfin, dans ce type de questions, ça sera un 0 à la question si vous ne mettez pas la surveillance qui est obligatoire, la surveillance de la tension artérielle et la surveillance du saignement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette question, mais c'est une prise en charge idéale dans les épistaxis de grande abondance de l'adulte et éventuellement également de l'enfant, même si c'est un peu plus rare. Alors, si on revient au diagnostic de ce patient, de cet adolescent, et on vous précise à nouveau que c'est un adolescent, ça devrait vous aider dans le diagnostic. Et pourquoi on fait ce diagnostic? Eh ben, il faut répondre, même si c'est une pathologie qui est plutôt rare, elle traîne toujours, elle peut faire l'objet d'un dossier. Ça s'appelle un fibrome nasopharyngien ou angiofibrome nasopharyngé. C'est une espèce, c'est une tumeur bénigne, hein, bien sûr, par définition du nasopharynx. Et la particularité de cette tumeur bénigne du nasopharynx, c'est déjà c'est une tumeur vasculaire. On voyait bien l'aspect violacé qu'on aperçoit quand on examine l'intérieur d'un nez, au fond du nez, au fond du nasopharynx, donc la partie la plus haute du pharynx, donc en arrière du nez, on voit ces espèces de polypes violacés, tumeurs vasculaires qui vont avoir la faculté de saigner. Et la particularité de ces fibromes nasopharyngiens, c'est qu'ils atteignent l'adolescent de sexe masculin. Donc c'est ça la particularité. Donc tout adolescent 13-14 ans et de sexe masculin qui saigne de façon abondante, unilatéralement et de façon récidivante, il faut rechercher ces tumeurs qui sont plutôt rares. Ce sont des tumeurs bénignes, hein, bien sûr, mais il faut savoir les rechercher. Et on voit très bien que c'est une tumeur vasculaire. Lorsqu'on fait une artériographie, on voit ce nœud vasculaire au fond du nez qui peut avoir tendance donc à saigner. Et on comprend pourquoi dans le diagnostic, on va le voir, il ne faut bien sûr jamais faire de biopsie, puisque si on fait une biopsie d'une tumeur vasculaire, bah forcément on va encore plus faire saigner. Donc c'est interdit de faire des biopsies quand on suspecte un fibrome nasopharyngé, une tumeur bénigne vasculaire chez un adolescent. Bon, je répète, c'est une tumeur rare, mais globalement il faut le connaître parce que c'est très facile de faire un dossier là-dessus. Quels examens complémentaires peut-on demander chez un patient chez qui on suspecte donc cette tumeur bénigne vasculaire? On va faire, comme c'est une pathologie assez rare, on va s'aider de pas mal d'examens complémentaires. Il y aura d'abord le scanner du nasopharynx en coupe axiale et coronale. Et on visualise ici l'image suspecte au niveau du fond du nez. Donc là, c'est les sinus maxillaires, c'est normal. Le septum nasal, la narine de chaque côté. Et donc le nasopharynx, donc la partie postérieure du nez, avec une image ici, une opacité qui peut faire penser, vu le contexte, à un fibrome nasopharyngé. Comme c'est des pathologies qui sont rares, on fait aussi une IRM du nasopharynx en coupe axiale et coronale. Et vous voyez à nouveau l'image, cette lésion qui flash et qui confirme l'existence donc d'une tumeur vasculaire au niveau du nasopharynx. Comme c'est vasculaire, on peut s'aider d'une artériographie pour confirmer la nature vasculaire. Et là, je vous répète que la biopsie est interdite dans la prise en charge diagnostique de ce type de tumeur. Quel traitement peut-on proposer? C'est un traitement qui est chirurgical, qui se fait toujours sous anesthésie générale. Et la particularité de cette exérèse chirurgicale, c'est qu'on l'a fait après embolisation. C'est pour cette raison que je vous ai marqué sur les diapositives précédentes cette image d'artériographie avec ce nœud vasculaire au cours de l'artériographie qui confirmait le caractère vasculaire de cette tumeur. Bah, au cours de l'artériographie, avant le traitement, on va emboliser la tumeur pour en faciliter l'exérèse chirurgicale pour permettre justement que ça ne saigne pas pendant l'opération. Donc je répète que c'est des pathologies plutôt rares, dont la prise en charge est assez spécifique, mais qu'il faut connaître parce que ça peut faire l'objet de dossiers assez longs en communication, comme vous avez pu voir, avec d'autres petites causes d'épistaxis qu'on peut mélanger pour permettre de faire ce genre de dossier.
Alors pour terminer dans la prise en charge de l'épistaxis, je vous ai demandé en dernière question de décrire l'escalade thérapeutique habituelle dans la prise en charge d'une épistaxis en partant du plus simple au plus compliqué. Donc ça c'est la question très classique et habituelle pour l'épistaxis, puisque je vous rappelle que l'item que vous devez apprendre c'est épistaxis avec le traitement, et on peut facilement vous faire des dossiers avec à chaque fois le traitement qui ne marchera pas, et on demandera, voilà, ça n'a pas marché, quelle est l'étape suivante à faire puisque ça n'a pas marché, et successivement jusqu'en haut de l'échelle. Alors, on compense toujours en premier par la compression bidigitale entre le pouce et l'index pendant 10 minutes, tête penchée en avant. Donc, il y a tous les critères, et quand on dit bidigital, c'est bien bidigital, comme ça, tête penchée en avant, 10 minutes, montre en main. Et 10 minutes, c'est très long. Et dans les épistaxis de petite ou de moyenne abondance, le fait de comprimer, pas d'un seul côté, ça c'est unidigital. Là, on parle bien de bidigital, tête penchée en avant. On pince fortement la partie antérieure du nez, pas le haut, là, le haut, ça sert à rien, c'est de l'os. Donc ici, on pince très fortement en position tête penchée en avant. Et souvent, ça marche très très bien. C'est la première manœuvre à faire qui rend vraiment beaucoup de service. Si c'est inefficace, on passe à l'échelon supérieur, qui est, comme on l'a vu, le tamponnement ou méchage antérieur. On va voir les modalités rapides tout à l'heure de la prise en charge de ce type de méchage. Éventuellement, dans de rares cas, parce qu'on va vraiment, je vous répète, du plus simple au plus compliqué, le plus souvent, heureusement, on s'arrête là, ça marche, il n'y a pas de souci. Dans les cas rares où un méchage antérieur, ça saigne toujours, ce qui est rare, hein. Vraiment, je relativise après le reste des traitements, mais pour un dossier, c'est très facile à faire. On escalade encore un petit peu plus haut, et on va passer, bien sûr, forcément, au méchage antéro-postérieur. Et actuellement, de plus en plus, le méchage antéro-postérieur est pratiqué par l'utilisation d'une sonde à double balanet. On va voir exactement en quoi ça consiste. Exceptionnellement, quand on est toujours en échec d'une sonde à double balanet, c'est quand même très très rare, et ben on continue encore plus haut, et on fait ce qu'on appelle une embolisation sélective des branches de la carotide externe. Donc j'insiste juste sur le caractère de la carotide externe. N'embolisez pas les branches de la carotide interne, hein. C'est interdit. Vous aurez des gros problèmes neurologiques, bien sûr, éventuellement au niveau de l'œil également. Et les branches de la carotide interne, c'est l'ethmoïdale antérieure et postérieure. Donc n'embolisez surtout pas les ethmoïdales antérieures et postérieures, car vous risquez d'emboliser ces branches de la carotide interne avec des soucis. Ne vous embarquez pas, de mon point de vue, vous risquez de faire des bêtises. N'essayez pas de nous dire des détails sur les artères qu'on va emboliser, parce que vous risquez de vous tromper et d'emboliser les choses qu'il ne faut pas. Je vous rappelle que l'embolisation sélective se fait dans les services de neuroradiologie interventionnelle par ponction sous l'anesthésie locale de l'artère fémorale. On monte un cathéter au niveau cervical et on va cathétériser les branches de la carotide externe et on va les emboliser de façon sélective. Et dans les cas exceptionnels, toujours, puisqu'on est toujours dans l'escalade, même si c'est une escalade qui descend, genre elle monte, mais enfin là ça descend, la dernière alternative, quand tout ça est un échec, une fois qu'on a embolisé et que ça ne marche toujours pas, on comprend bien que si on a embolisé les branches de la carotide externe et que ça saigne toujours, logiquement, par déduction, c'est que c'est forcément les branches de la carotide interne qui saignent, et par définition, c'est les ethmoïdales antérieures et postérieures qui saignent, puisque celles-là, on ne les a pas pu les emboliser, donc c'est les seules qui restent et qui peuvent saigner, et c'est dans le cas donc très 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 rare, où si l'embolisation n'a pas été efficace, on va se dire que c'est probablement les ethmoïdales antérieures et postérieures qui saignent, et on va proposer des ligatures vasculaires sous anesthésie générale. C'est le dernier niveau de l'échelle. On fait une ouverture sous anesthésie générale au niveau de l'angle interne de l'œil, au niveau du canthus interne, et on va, par cette voie-là, rechercher l'ethmoïdale antérieure, mettre un petit clip pour ligaturer, et pareil au niveau de l'artère ethmoïdale postérieure. Mais là, vraiment, on est vraiment dans les cas très très rares, mais il faut que vous connaissiez cette escalade thérapeutique qui va du plus simple au plus compliqué, en commençant toujours par la compression bidigitale entre le pouce et l'index. En conclusion, sur ce dossier, je répète qu'il faut en premier apprécier le retentissement hémodynamique de l'hémorragie, bien connaître le bilan qu'on entreprend avec la démarche par rapport aux anticoagulants ou aux antiagrégants, à savoir est-ce qu'on les arrête ou est-ce qu'on ne les arrête pas. Pour les anticoagulants, moi je vous conseille de mettre à chaque fois, il ne faut pas les arrêter systématiquement, vous mettez arrêt des anticoagulants selon le taux de l'INR. Et pour les antiagrégants, ce qui est un peu plus compliqué comme prise en charge, moi je vous conseille de mettre arrêt des antiagrégants selon la pathologie cardiovasculaire du patient. L'escalade thérapeutique, on l'a vu, elle est très importante à bien comprendre. Les mesures associées, on les a vues
notamment dans le fait de rassurer le patient, de le mettre en position demi-assise, tête penchée en avant. Tout ça, ça rapportera des points. Les causes, avec, on l'a vu là, les causes tumorales qui sont quand même rares mais à connaître, causes infectieuses, causes traumatiques. Le grattage intempestif de la tâche vasculaire, c'est plutôt chez l'enfant. Et le plus souvent, c'est cause essentielle idiopathique, c'est-à-dire pas de cause retrouvée, mais c'est quand même la cause la plus fréquente. Donc connaissez bien, puisqu'on peut faire des dossiers types pour l'examen l'ECN, avec les traitements qui vont avec le plus souvent soit donc des enfants avec soit les épistaxis répétées, petits, de faible abondance, faciles à prendre en charge, soit les exceptionnelles tumeurs vasculaires, soit ça sera des dossiers plutôt de personnes âgées, en collaboration avec un dossier de gériatrie, où un patient sera sous anticoagulant. Il y aura 3-4 sessions en fin de dossier pour vous parler de ces problèmes d'anticoagulants qui vont générer des complications à type de saignement de nez chez un patient fragile, polyvasculaire, qui prend des traitements, et il faut savoir prise en charge. Je vous dis un dernier mot sur ces problèmes de méchage, juste pour illustrer les choses que parfois vous voyez dans vos dossiers, vous avez peut-être du mal à vous en rendre compte. Je vous montre déjà en premier le souci qu'on a pour faire un méchage antérieur. On utilise soit du matériel résorbable, qui est ça s'appelle du Merocel, M-E-R-O-C-E-L. C'est en fait des bâtons qui sont au départ très très durs, qui mesurent, il y a 3 tailles, 4 cm et demi, 8 cm et 10 cm. En général, on utilise 8 cm, c'est la taille idéale. Et vous me voyez, moi, si vous me voyez de profil, on ne mèche jamais vers le haut parce que c'est très difficile. C'est pas de là que ça saigne, ça fait très très mal. En fait, ce qu'il faut introduire, c'est ce bâton complètement dans le sens antéro-postérieur, parallèle au penché des fosses nasales. Et là, on va introduire complètement à fond tout ce gros pansement très dur qui, au contact du sang, va s'expandre dans la fosse nasale comme une éponge. Et c'est ça qui va assurer la compression dans la fosse nasale. Et c'est ça qui va arrêter le saignement. Donc c'est ça, un tamponnement au méchage antérieur avec du matériel non résorbable. Non résorbable, pourquoi? Parce qu'au bout de 2 jours, on va être obligé de l'enlever. Au bout de 2 jours, donc c'est ça le petit embêtement, ça fait un petit peu mal et ça peut retriturer la muqueuse de la fosse nasale, éventuellement refaire saigner, mais ça marche très très bien. Autre moyen, c'est le matériel résorbable, on l'appelle le Surgicel, S-U-R-G-I-C-E-L. C'est une compresse assez friable, recouverte de produits coagulants. Et là encore, c'est pareil, on va combler la fosse nasale du patient avec ce matériel. Donc on va introduire dans la narine tout ce matériel, pareil, d'arrière en avant, pour bloquer complètement la narine, jamais vers le haut, hein, toujours parallèle au plancher des fosses nasales. On bourre toute la fosse nasale avec ce produit, qui, au contact du sang, va former un espèce de gros caillot noirâtre très très dur qui va arrêter le saignement. Et là encore, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de l'enlever. C'est pour ça qu'on l'appelle résorbable. Il va se déliter, se détruire tout seul en quelques jours, quelques semaines. Et c'est particulièrement intéressant puisqu'on n'a pas besoin de l'enlever. Et on l'utilise plus particulièrement chez les patients qui sont sous anticoagulants ou sous anti-agrégants plaquettaires. Parce qu'on n'a pas besoin d'enlever. C'est très efficace et ça marche très très bien. Et enfin, quand c'est inefficace, qui est très très rare, on passe au méchage antéro-postérieur, qui est l'utilisation des sondes à double ballonnet. C'est des sondes qui sont au départ semi-rigides, qui là encore on va introduire jamais vers le haut, parce que c'est pas là que ça saigne, c'est là où c'est douloureux, ça marche pas. Toujours parallèle au plancher des fosses nasales, à fond, jusqu'à la garde, jusqu'à tout, jusqu'à sentir en fait le contact entre le bout de notre sonde semi-rigide avec la paroi postérieure du rhinopharynx. Et puis là on va lire sur cette petite sonde, et on va gonfler le premier ballonnet qui est le ballonnet postérieur, que j'ai gonflé, on peut aller jusqu'à 10. En général, on va jusqu'à 8. Voilà, j'ai gonflé quasiment complètement le ballonnet postérieur. On va le tirer de quelques centimètres pour bien le bloquer au niveau de l'arrière de la fosse nasale. Et du coup, il n'y a plus de sang qui coule en arrière. Donc on a bien fait un méchage postérieur. Il y a un ballonnet au fond, ça ne coule pas en arrière. Et il y a un deuxième ballonnet à gonfler qui est un ballonnet plus antérieur, qui est beaucoup plus gros. En fait, on gonfle avec du sérum. Hein. Pour l'exemple, c'est de l'air, mais en général, c'est du sérum. Donc c'est un ballonnet qui est beaucoup plus gros. On peut aller jusqu'à 30. En général, voilà, je m'arrête à 20-25. En fait, on s'arrête quand le patient hurle. Quand le patient hurle, c'est qu'en général, c'est bien positionné et c'est bien comprimé. Donc voilà le ballonnet en place chez le patient. Il a le ballonnet antérieur complètement gonflé dans la partie antérieure de la fosse nasale qui empêche au sang de couler vers l'avant. Et il a bien le ballonnet postérieur en arrière pour éviter au sang à couler en arrière. Donc on a bien réalisé un méchage antéro-postérieur à l'aide d'une sonde à double ballonnet.
Et si le patient saigne des deux côtés, on peut parfaitement en mesure de mettre une sonde à double ballonnet de chaque côté. On la laisse en place 48 heures. Normalement, il est de bon ton de dégonfler les ballonnets toutes les 6 heures. Si c'est possible, il faut le faire. Si on n'est pas riche, parce que c'est le seul embêtement de ces sondes à double ballonnet, c'est qu'elles sont très chères. Donc si on n'est pas riche, on va les remplacer par 2 sondes urinaires par narine, ce qui fait 4 sondes urinaires. Mais utilisez plutôt les sondes à double ballonnet, c'est très à la mode, c'est fait l'office d'un méchage antéro-postérieur. Voilà, donc on a bien fait dans ce dossier, on a bien parlé de l'item épistaxis, et c'est bien avec le traitement, vous l'avez compris, et maintenant ça n'a plus de secret pour vous.